Une certaine vision matérialiste nous empêcherait-elle d'apprécier au plus juste la réalité? Toute la politique ne se résume pas à des indicateurs de performance, des statistiques, des équations. Jamais on ne parle de la mentalité des peuples, des pays dont on analyse la situation. Et si on redonnait donc à l'imaginaire la place qu'il mérite, Stéphane Rosès développe là-dessus une réflexion tout à fait intéressante dans un essai qui s'appelle Chaos, essai sur les imaginaires des peuples. Ça se décline au pluriel puisqu'il y a une variété de peuples sur Terre et que donc il faut considérer autant de situations. C'est aux éditions du CERF. On sait que Stéphane Rosès est président de CAP, Conseil Analyse et Perspectives. C'est une société de conseil pour les entreprises, les États, les collectivités territoriales, qu'il a été directeur général de l'Institut de sondage CSA. Il enseigne à Sciences Po Paris aussi. Depuis 33 ans, il a aussi enseigné à HEC, politologue. Il intervient régulièrement dans les médias. Bonjour Stéphane Rosès. Bonjour Louis Dauphren. Alors le prétexte, c'est aussi un peu la crise agricole, qui est un petit peu un marqueur de ce début d'année, à savoir comment vous voyez l'action du politique en la matière. Est-ce qu'on peut dire, c'est votre expression à l'image de Peggy, que le poétique se retourne contre la mystique? Expliquez-nous. Oui, absolument. On l'a vu lors de la conférence de presse présidentielle. Le président Macron, pour essayer de renouer avec les Français, a revendiqué le fait de réactiver l'imaginaire des Français, de réarmer la nation, d'en appeler à l'autorité. Ça, au fond, c'est la mystique, c'est-à-dire il a compris, contrairement à beaucoup de ses prédécesseurs, qu'un pays fonctionnait au travers de récits, de dimensions culturelles. Donc, il fait une concession, effectivement, à ce qu'est la singularité du peuple français, mais pour le reste, ça ne suit pas. C'est-à-dire, comme vous le dites, citant Peggy, la politique ne suit pas la mystique, voire la politique se retourne contre la mystique en ce que, ainsi, il dit qu'il veut réarmer le pays sans consentir au fait qu'il a été désarmé. Et ce désarmement, selon moi, vient justement en écho à M. Hadjadj qui parlait avant sur le sentiment victimaire, que la nation ne se projette plus dans l'avenir. Si on est une victime, c'est qu'on veut chercher dans le passé de ses aïeux ou de sa situation présente, une façon d'exister dans la société quand la société ne permet plus de se projeter dans l'avenir. Or, il ne peut pas y avoir armement de la nation si la nation est privée de sa souveraineté. La souveraineté, ça veut dire être responsable de ce qui nous concerne. Or, les mécanismes néolibéraux maintenant de ce qui est devenu l'Europe, l'Union européenne, par la technique, l'adaptation au marché, est absolument contradictoire avec l'imaginaire français qui vise à construire un avenir au travers de disputes politiques communes. La crise agricole est une expression parmi d'autres de ça. L'agriculture, la terre, demande des temporalités longues. Comme l'énergie. Des cohérences, comme l'énergie, vous avez raison Louis, comme les services publics. Eh bien, tout ça est passé à la moulinette de Bruxelles, qui, au fond, les lois françaises sont essentiellement des transpositions de normes européennes. Et donc, nous voyons l'agriculture démantelée par rapport à ce que devient la PAC, et l'agriculture devient elle-même une variable d'adaptation de grands accords, de traités de libre-échange où on troque maintenant l'agriculture contre d'autres types d'avantages dans d'autres secteurs. Vous voyez, comme si la vie des sociétés, la vie économique était un mécano. Non, la vie économique, c'est la création de valeur. Ce n'est pas de la valorisation. Et la création de valeur, selon les secteurs, elle a sa propre cohérence. Et pour tenir cette cohérence, il faut qu'il y ait une cohérence entre ce que sont les peuples,
dont les filières et les entreprises sont les déclinaisons à partir des cultures et identités économiques et de filières, et non pas d'obéir à des logiques de mécanos mus par des visions court-termistes des marchés et de leurs arbitrages. Mais Stéphane Rosès, en fait, est-ce que ce n'est pas tout simplement la fin de la politique, la fin de la mystique tout court, dans la mesure, on le disait aussi ce matin, le seul moteur intellectuel aujourd'hui, c'est simplement le marché, précisément. Oui, absolument, donc, oui, mais si on précise que vous parlez de la situation objective, mais nous sommes obligés de constater que les peuples s'y refusent. Si les peuples se renferment... Qu'est-ce qui vous permet de le dire ? Tout simplement les données politiques, les données géostratégiques, les données économiques. Si les peuples se referment, si l'Europe s'effondre, et si même elle sort de l'histoire, en témoigne son inexistence sur la guerre en Ukraine, où tout se décide à Moscou, Pékin et Washington. S'il y a cet état d'affaissement, c'est justement parce qu'il y a une contradiction entre le génie européen, qui est depuis Mare Nostrum de faire de la diversité du commun, et les institutions européennes, l'Union européenne, qui vise au contraire à fusionner des peuples au travers de mécanismes économiques. Et donc, en Europe, mais partout dans le monde, les peuples se replient parce que la globalisation néolibérale semble les déposséder de la maîtrise de leur destin, d'où la montée des guerres, d'où la fin du multilatéralisme, d'où la stagnation des échanges commerciaux. Donc vous le voyez bien, d'où le titre du livre « Chaos ». C'est en n'ayant pas pris en compte les singularités des imaginaires, des civilisations et des peuples que les peuples se renferment, vont chercher l'autre. C'est-à-dire ? Vont chercher l'autre comme un ennemi pour se souder eux-mêmes, parce que les sociétés se fragmentant, elles vont être amenées peu à peu à trouver un ennemi intérieur et surtout extérieur pour essayer de tenir ensemble ce que le néolibéralisme aura détruit par en bas dans les sociétés. On a vu, Stéphane Rosès, des Allemands, des Français, dont des tracteurs allemands, des tracteurs français, néerlandais aussi. Donc on a l'impression que de l'autre côté du Rhin aussi, ils pensent de la même manière que nous. Est-ce que ça n'affirme pas votre thèse ? Non, au contraire. Le sujet, il y a bien un problème en Europe qui est que, encore une fois, l'Europe, il y a les agriculteurs allemands sont des agriculteurs comme les agriculteurs français, qui sont confrontés au même problème objectif des politiques agricoles européennes, mais leur vision peut être un peu différente, ce qui est très bien. La diversité est une richesse et donc les approches sont différentes. Les arbitrages de nos amis allemands sont très différents de nos arbitrages dans le rapport entre les régions, l'échelon national, fédéral. Pour les Allemands, le rapport à l'économie. Pour un Allemand, l'Allemand va utiliser le même terme pour dire dette et culpabilité, Schuld. Alors qu'en France, depuis des siècles, la dette publique, c'est-à-dire la prise de l'État sur la France, est l'expression du fait que l'État tient bien la France par la dette public. Vous voyez, même le rapport à l'économie est un rapport qui a des fondements culturels différents. C'est très bien que les Italiens soient des Italiens, les Allemands, les Anglais, des Anglais, les Français, des Français, ou les Suédois. Donc, plus on vous écoute, Stéphane Rosès, en fait, sur la dette française, vous semblez dire qu'en fait, plus l'État s'endette, plus il exprime
qu'il est l'État et qu'il a le pouvoir. Je dis un peu ça. C'est pervers, vous dites un peu ça. Oui, je dis en tout cas, c'est une façon pour dire que la religion allemande du refus de la dette, de l'équilibre, vient de l'imaginaire allemand, qui est depuis la guerre de 30 ans et des paysans, surtout que les Allemands, entre eux, ne s'entretuent pas. D'où le rapport aux disciplines, aux normes, qui ont été d'abord des disciplines religieuses, Luther, puis des disciplines militaires, Bismarck, même le totalitarisme nazi est selon moi une forme de l'imaginaire allemand radicalisé. Et après la Seconde Guerre mondiale, il y a un transfert de l'imaginaire allemand du respect des disciplines politiques, militaires, à des disciplines économiques avec l'ordolibéralisme plus le juridicisme, le patriotisme européen, Habermas. Donc l'imaginaire allemand a trouvé après le nazisme de nouveaux supports au travers des procédures démocratiques plus que des finalités, c'est Habermas, et au travers de l'ordolibéralisme. L'Allemagne elle-même maintenant voit son imaginaire complètement bousculé. Pourquoi ? Parce que l'agression de la Russie sur l'Ukraine leur a fait la démonstration que l'économie ne tenait pas les peuples, qu'il ne suffisait pas de commercer, de nouer des relations très intimes avec la Russie, dont l'imaginaire est impérial, pour que la Russie, de façon paranoïaque, ne se sente pas agressée par l'émergence de la jeune nation ukrainienne. Stéphane Rosès, quel est, du point de vue de la science politique, le concept d'imaginaire? Quelle est sa pertinence? Comment vous le fondez? Parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas tellement de... Vous êtes le seul à le défendre? Oui, absolument, mais je le défends après 40 ans d'exercice professionnel, où je me suis aperçu de constantes au sein des peuples, d'abord la France, puis la comparaison avec les autres peuples et la singularité des peuples. Donc, j'ai opéré un renversement total par rapport à mes grilles d'analyse initiale. Quand je suis rentré dans la profession, j'étais plutôt un matérialiste. Enfin, j'avais lu Marx, beaucoup, Bourdieu et tout. Et puis, mon exercice professionnel auprès des politiques, puis comme patron d'un institut de sondage, auprès des grandes entreprises, les études banque, finance, assurance, les études marketing, les études internautes m'ont fait constater des constantes dans les façons de voir, d'être, de faire ce que j'appelle les imaginaires. Et ensuite, ces imaginaires pérennes ont des formes variables selon le temps, en termes de représentation d'institutions religieuses, politiques, rapports sociaux et géopolitiques. Le livre précise tout ça, mais ce sont bien des constats de professionnels qui m'ont amené à ça, et non pas, je ne suis pas un chercheur ou universitaire, et non pas le fait de lire des auteurs et de vouloir ça vient du terrain, ça vient de votre expérience. Singularité, voilà. Stéphane Rosès, la part de la religion là-dedans, est-ce qu'on peut en dire un mot? Est-ce que les sociétés protestantes, vous dites l'imaginaire anglo-américain est utilitariste, alors je ne sais pas si c'est l'utilitarisme au sens de la philosophie utilitariste ou si c'est simplement l'emploi du mot utilitariste, mais est-ce qu'il y a dans les sociétés protestantes et les sociétés catholiques un imaginaire différent? Alors, j'inverserai votre question. Dans ma grille d'analyse, ayant au Collège des Bernardins et par les échanges avec les jésuites du Centre Sèvres et aussi avec un numéro de la RPP, la revue politique et parlementaire, oui, sur les imaginaires, j'anime un débat entre l'imam Tarek Obrou, le rabbin Yann Boissière, le père Bernard Bourdin, dominicain,
et le pasteur Rognard sur les questions théologiques et l'articulation entre la théologie et la société. Selon moi, les imaginaires donnent les formes religieuses du christianisme et la confrontation entre les imaginaires et l'actualité fait même, selon moi, les évolutions théologico-politiques internes aux sociétés, ainsi pour le Concile Vatican II concernant l'évolution de l'Occident. Mais on voit bien, par exemple, le pape François, qui voulait remettre de l'ordre dans la curie, s'est appuyé sur les églises d'Afrique et d'Amérique latine, mais maintenant, comme il va assez loin dans des formes de progressisme, ces mêmes églises, pour des raisons culturelles, mettent le pape un peu en difficulté. Donc pour moi, les religions sont des modalités des imaginaires. Et donc, effectivement, les sociétés aux imaginaires à forts contrats sociaux initiaux pouvaient se déployer dans le protestantisme, qui est de nouer par le livre un rapport direct à Dieu, à la foi et à la grâce. Alors que les sociétés qui doivent se constituer un peu au forceps, comme la France, nous sommes des Latins, des Germains et des Celtes au départ, doivent recourir à des formes de religion verticale et, je dirais, assemblantes, comme le catholicisme. Donc là, vous soumettez en quelque sorte la religion aux impératifs de l'État. Non, je dirais, en France, effectivement, il y a eu une concomitance dans la fille aînée de l'Église entre la construction du christianisme et l'État monarchique, y compris dans le fait qu'à un moment, nous ayons soutenu un pape contre Rome. Donc chez nous, le gallicanisme a une part centrale. Mais je mets l'État, les formes étatiques comme les formes religieuses, comme découlant de la tension entre les imaginaires des peuples pérennes et leurs formes institutionnelles sans cesse changeantes pour s'adapter au réel. Stéphane Rozès, vous écrivez, il y a bien une crise d'identité en France, mais faire des sondages sur l'identité française n'a pas de sens en ce que justement notre crise d'identité vient d'une panne de la possibilité de construire un avenir commun. Aujourd'hui, l'horizon des sociétés occidentales semble multiculturel, ou du moins certaines d'entre elles, parce que si on prend le Japon qu'on inclut dans le monde développé, ça reste des sociétés extrêmement homogènes. L'absence d'homogénéité, est-ce que ça, ou la pluralité ou la diversité, est-ce que ça hypothèque l'idée d'un imaginaire commun ? Alors, c'est tout le problème pour la revue de la Défense nationale. Je viens d'écrire pour son dernier numéro un papier Occident-Sud global, le choc des imaginaires. Le monde actuel se renferme et revient aux formes archaïques des imaginaires, des civilisations et des religions. Donc il y a une contradiction. Le cours des choses, mu par l'économie, les marchés, continue alors même que les peuples se renferment, comme si les peuples n'avaient plus prise, n'avaient plus de corde de rappel sur ce qui se passe. Donc tension entre le global et le repli, en quelque sorte. Voilà, Alain Supiot, dans La gouvernance par les nombres, entre autres, explique bien ce phénomène de déconnexion entre la mondialisation et la globalisation. Si on ne comprend pas ça, si on ne distingue pas libéralisme, néolibéralisme, ultralibéralisme, on ne peut pas comprendre ce qui advient. Ce qui advient, c'est justement le fait que la globalisation prétend homogénéiser par les marchés et les pratiques, les sociétés. Or, il se passe l'inverse. C'est l'échec, d'une certaine façon, d'un projet qui avait prévu que l'économie rapprocherait les peuples par nécessité. Absolument. C'est l'échec de Condorcet face à Montesquieu. C'est l'échec de l'idée qu'une même loi
parce que la raison étant une, la vérité étant une, la rationalité étant une, la loi devrait être la même partout. C'est l'échec de Condorcet. Et cet échec n'est pas seulement un échec intellectuel, il nous amène au chaos. L'illusion qu'on pourrait passer du gouvernement des hommes à l'administration des choses, de la mondialisation des peuples à la globalisation des marchés, amène au chaos parce que les peuples ne peuvent pas se suicider. Mais c'est un chaos encourageant, Stéphane Rosès, parce que ça veut dire que l'esprit, nous sommes mus quand même par une réalité spirituelle qui fait que là, il y a un point dur sur lequel l'économie achoppe. Oui, pour donner permettez aux chrétiens et croyants de se distinguer un peu de cette vision un peu eschatologique. Certes, les problèmes du temporel renvoient au spirituel, mais ça peut être aussi très régressif, on le voit dans des religions, y compris sous forme de terrorisme, comme l'islamisme. Donc, je dirais, les chrétiens, nous devons rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, mais nous ne pouvons pas non plus vivre, je dirais, dans la croyance sans mésestimer ce qui arrive à nos frères. Stéphane Rosès, pour montrer à quel point cette théorie de l'imaginaire des peuples est précise et objectivement passionnante, prenons l'exemple de l'imaginaire hollandais, le poltergeist, ou esprit du polder, est une déclinaison de l'imaginaire allemand. Il trouve son fondement dans la façon de s'assembler sur les polders. Quand on va conquérir un polder sur la mer, il faut être tout à fait certain de ne pas s'y jeter, de sorte qu'avant même la construction du polder, on ait construit des procédures pour être tout à fait d'accord sur l'occupation de l'espace entre différentes catégories sociales. Je ne vais pas prolonger, mais l'idée, c'est de dire que nous sommes aussi les enfants de notre géographie. Absolument. Les Pays-Bas, c'est un port, c'est un immense port. Les Pays-Bas les Provinces-Unies étaient 4 fois plus riches que nous sous Louis XIV, semble-t-il, beaucoup plus riches. Et ça, on est les enfants de ça. Absolument. On est les enfants du lieu. Et le lieu qui fait la nécessité d'avancer sur la mer, comme les économies lagunaires à Venise, sont des lieux qui obligent à se dire, nous allons décider de ce que nous faisons de l'avancée de la mer. Ce qui explique que ça soit un Hollandais, Grotius, qui, le premier juriste, théorise le droit naturel, le fait que ce sont aux hommes de faire leurs lois et législations. Chez Air France KLM, quand un patron arrive français, il parle et son adjoint dit « j'ai rien à rajouter, peut-être telle ou telle chose ». À KLM, c'est le patron qui vient avec son numéro 2 et c'est le numéro 2 qui parle comme preuve que le lien préétabli entre le président, le numéro 2 et tout le corps social de KLM tient ensemble. Donc les Français ont besoin de se projeter dans des figures, dans des projets de façon projective, là où les Hollandais, assembliés au préalable, ont un système immanent de représentation imaginaire. Merci beaucoup Stéphane Rosès. Imaginaire, on terminera sur ce mot en écho à cet essai sur les imaginaires des peuples. Chaos aux éditions du CERF. Merci, vous êtes politologue. À bientôt Stéphane Rosès. Merci.